Aujourd'hui, on plonge dans une histoire incroyable, celle de la résistance française. C'est vraiment le récit de comment, au fond du gouffre, l'esprit de défi d'une nation vaincue est passé d'un simple murmure à une force qui a aidé à libérer tout un continent. C'est une histoire de choix, de courage et de sacrifices immenses. Et pour bien commencer, cette citation de Churchill, elle est parfaite. La peur est une réaction, le courage, une décision. Ça résume tout en fait. Imaginez la situation. Une défaite totale, une occupation brutale. Résister dans ce contexte, ce n'était pas juste un réflexe, non. C'était une décision consciente, prise alors que tout semblait perdu. Alors, première partie, une voix solitaire à l'ombre, l'étincelle de la résistance face à la défaite. On se replonge en juin 1940, c'est le choc. La France s'est effondrée, le gouvernement demande l'armistice, c'est le chaos total. Et au milieu de ce désastre, un choix terrible se présente à la nation. Et quel choix, franchement! D'un côté, on a le maréchal Pétain. C'est une légende vivante, le héros de Verdun, tout le monde le connaît. Et il propose la paix. Bon, d'accord, c'est la paix dans la défaite, mais c'est la paix. Et de l'autre côté, qui ça? Un général de brigade à Londres, quasi inconnu du grand public, un certain Charles de Gaulle, qui lui dit qu'il faut continuer la guerre. Mettez-vous à leur place. C'était un pari qui paraissait complètement fou. Et c'est là que ça devient fascinant. Cet appel, ce fameux appel du 18 juin, on a l'impression que toute la France l'a entendu. Mais pas du tout. En réalité, c'est une toute petite fraction de la population qui l'a capté. Les estimations tournent autour de 10 000 personnes. 10 000 sur 40 millions. Ça vous donne une idée de la modestie des débuts. C'est parti de presque rien. Deuxième partie, les premières années difficiles. Le coût élevé et la lente croissance de la défiance initiale. Parce que oui, pendant que cette petite flamme vacille à Londres, sur le terrain, en France, c'est une autre histoire. Résister, au début, c'est un acte presque suicidaire. C'est un acte de foi mené dans la solitude et avec un danger permanent. Regardez bien ce graphique, il dit beaucoup de choses. Les premiers résistants étaient terriblement seuls. On voit bien que la grande majorité de la population, 90%, est ce qu'on appelle attentiste. Attention, ça ne veut pas dire qu'ils sont collaborateurs. Non, c'est plus compliqué. C'est un mélange de le choc de la défaite, la lutte pour survivre au jour le jour avec les pénuries, et aussi, il faut le dire, une confiance au début envers Pétain. Donc résister à ce moment-là, c'était vraiment nager à contre-courant d'une société chaos, paralysée par la peur. Et les risques y sont inimaginables. Résister, ça voulait dire quoi concrètement? Ça voulait dire risquer d'être arrêté à tout moment par la Gestapo. Ça voulait dire risquer la torture pour ne pas dénoncer ses camarades. Risquer la déportation, l'exécution, et le pire, peut-être, c'était la politique des otages. Pour un soldat allemand abattu, les occupants pouvaient fusiller 20-30 otages, des gens qui n'avaient rien fait. La peur, c'était vraiment l'arme principale de l'occupant. Mais malgré tout ça, l'esprit de défi n'est pas mort. Au début, ce sont des petites choses, des actes symboliques, un graffiti sur un mur, le courage fou de ces étudiants qui vont manifester à l'Arc de Triomphe. Puis, des premiers réseaux secrets, comme celui du musée de l'Homme à Paris. Souvent, ils sont démantelés très vite, par manque d'expérience. Ce sont des actes héroïques, oui, mais encore très isolés. Le vrai tournant, le premier, arrive en juin 1941. Quand Hitler envahit l'URSS, les communistes français, qui sont très bien organisés, basculent massivement dans la lutte armée. Et ça change la donne. Troisième partie, l'essor de la résistance. Comment 1943 est devenu le tournant pour le mouvement. Car on arrive maintenant à 1943. Et là, tout bascule. La résistance n'est plus une collection de petits groupes isolés. Non, elle se transforme en un véritable mouvement de masse, une armée de l'ombre. Alors qu'est-ce qui a provoqué ce changement radical? En fait, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. On l'a vu, il y a l'entrée en jeu massive des communistes dès 1941. Mais en février 1943, il se passe deux choses énormes. D'abord, Stalingrad, la Wehrmacht est battue. Pour la première fois, le mythe de l'Allemagne invincible s'effondre. L'espoir revient. Et pile au même moment, Vichy instaure le STO, le service du travail obligatoire. En gros, on oblige les jeunes Français à aller travailler en Allemagne. Pour des milliers d'entre eux, hors de question. Leur seule issue, fuir et prendre le maquis. Le maquis, ce mot est devenu un symbole, non? Mais c'était quoi concrètement? Eh bien, c'était des groupes de jeunes combattants, les fameux maquisards, qui se cachaient dans des zones reculées, les montagnes, les forêts, et là, ils s'organisaient comme de petites unités militaires. Ils recevaient des armes parachutées par les Alliés et menaient des actions de guérilla. Ils faisaient dérailler des trains, attaquer des convois allemands, bref, ils rendaient la vie impossible à l'occupant. Et attention, il ne faut pas oublier ce qui se passe à l'extérieur de la France.
Pendant que le maquis grandit à l'intérieur, l'armée de Gaulle, les forces françaises libres, les FFL, connaît elle aussi une croissance explosive. On parle ici de soldats, d'aviateurs, de marins qui avaient réussi à s'échapper en 1940 pour continuer le combat avec les Alliés. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. On passe de 14 000 à plus de 70 000 hommes. Le combat n'a jamais cessé. Mais le plus grand défi, c'était peut-être l'unification. Imaginez tous ces groupes de résistants, des communistes, des gaullistes, des socialistes. Ils ne s'aimaient pas forcément. Il fallait absolument les faire travailler ensemble. C'est là qu'intervient une figure légendaire, Jean Moulin. Sa mission, confiée par de Gaulle, était quasi impossible. Et pourtant, il l'a réussi. Il a réuni tous les chefs de la résistance au sein du Conseil national de la résistance, le CNR. Un coup de génie qui a placé toute la résistance sous l'autorité de Gaulle. 4e partie. Combattre pour la libération. La résistance devient un acteur clé de la libération de la France. Allez, on arrive au moment que tout le monde attendait, la libération. Maintenant qu'elle est unifiée et plus forte, la résistance va jouer un rôle militaire absolument crucial. La stratégie des Alliés, en gros, c'était une énorme opération en tenaille. D'un côté, le fameux jour J, le débarquement en Normandie, le 6 juin 1944, et de l'autre, un peu plus tard, le 15 août, un second débarquement, cette fois en Provence, dans le sud. L'idée, c'était simple, prendre l'armée allemande en sandwich. Et c'est là que la résistance intérieure entre massivement en action. On les appelle maintenant les FFI, les Forces françaises de l'intérieur. C'est le nom qui regroupe tous les combattants sur le sol français. Et leur rôle est vital. Ils sabotent les ponts, les voies ferrées, ils harcèlent les convois allemands. Leur mission, c'est de semer le chaos derrière les lignes ennemies pour aider les Alliés à avancer. Et leur aide a été décisive. Mais cette libération a eu un prix terrible. Les troupes allemandes, en pleine déroute, se déchaînent contre les civils dans une violence aveugle. Il y a des noms de villages qui sont devenus des cicatrices dans la mémoire française. Tulle, où 99 hommes sont pendus. Et bien sûr, Oradour-sur-Glane, un village entier, 642 civils, hommes, femmes, enfants, massacrés. Des symboles terrifiants de la barbarie nazie à l'agonie. Et enfin, le 25 août 1944, Paris est libéré. C'est un moment d'une puissance symbolique incroyable. D'ailleurs, les Alliés ont volontairement laissé la 2e division blindée du général Leclerc, une division française, entrer la première dans la capitale. Ils étaient soutenus par l'insurrection de tous les résistants parisiens. C'est l'image de la France qui se libère elle-même. 5e et dernière partie, bâtir une nouvelle France. L'héritage complexe de l'occupation et de la collaboration. La joie de la libération est immense, mais la France est un pays en ruine. Pas seulement physiquement, mais aussi moralement. Le pays est fracturé, divisé par 4 ans d'occupation, de collaboration et d'une sorte de guerre civile qui n'a jamais dit son nom. La tâche qui s'annonce est colossale. Le premier défi, c'est la justice, ou la vengeance. Partout, des collaborateurs sont traqués, parfois exécutés sommairement. La situation menace de dégénérer. Pour éviter ça, le gouvernement provisoire de Gaulle met très vite en place ce qu'on a appelé l'épuration légale. L'idée est simple, mais cruciale, c'est à l'État, et à l'État seul, de juger. On remplace la justice de la rue par des tribunaux. Et bien sûr, les principaux responsables du régime de Vichy sont jugés. Le maréchal Pétain d'abord. Il est condamné à mort. Mais de Gaulle, dans un geste politique fort, commue sa peine en prison à vie, en souvenir de son rôle passé à Verdun. Par contre, pour Pierre Laval, son Premier ministre, l'homme qui a incarné la collaboration, il n'y aura pas de pitié. Il sera jugé et exécuté. Mais pour reconstruire, il fallait aussi une histoire commune. Et pour aller vite, de Gaulle va promouvoir un récit, un mythe national si on veut. Celui d'une France qui, dans sa quasi-totalité, aurait été résistante. La collaboration, c'était juste l'affaire d'une petite poignée de traîtres. Politiquement, à ce moment-là, c'était sans doute nécessaire, mais ce n'était pas toute la vérité. Il faudra attendre des décennies, jusqu'aux années 70, pour que la France commence à affronter la complexité de cette période. Et on termine avec cette question qui reste ouverte. L'héritage de la résistance, c'est un des piliers de la France d'aujourd'hui, c'est certain. Mais comment fait-on, en tant que nation, pour à la fois honorer ses héros et en même temps regarder en face une vérité qui est beaucoup plus complexe, parfois beaucoup plus douloureuse? C'est un vrai défi. Et ce n'est pas un défi propre à la France, d'ailleurs. C'est le défi de toutes les nations face à leur histoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté.